Eh bien, je pense qu'on va démarrer. 3 minutes de retard, ça va. On comble depuis ce matin. Je vois qu'il y a beaucoup plus de monde qu'à la keynote et ça fait plaisir. On démarre les sessions techniques à partir de cette session, mais on va commencer tranquillement en douceur avec une petite session sur les nouveautés avant d'attaquer après le vrai programme de ces journées SQL Server avec tout un tas d'infos techniques un peu plus poussées. Avant de démarrer, l'étape incontournable à chaque session, vous n'y couperez pas. On remercie nos sponsors. Je le rappelle, beaucoup de gens qui étaient là en keynote, mais c'est grâce à ces sponsors qu'on fait ce type d'événement. Donc merci à eux. N'hésitez pas à aller les voir, leur poser des questions, d'aller discuter avec eux. Ils ont des jolis stands cette année avec même la petite moquette. Il y a un petit côté lounge. Donc allez les voir. En plus, je pense qu'ils ont tous des goodies à vous offrir. Donc n'hésitez pas. Allez, on va démarrer. Cette première session, comme l'année dernière, l'objectif est de démarrer les journées SQL Server avec une session qu'on appelle souvent une session plénière. Donc, l'idée, c'est que tout le monde soit là dans cette salle. Il n'y a pas d'autres sessions en parallèle. Non pas qu'on souhaite avoir l'exclusivité sur cette session, mais parce qu'on veut vous faire un panel, un tour d'horizon de l'ensemble des fonctionnalités qui se trouvent dans un produit comme SQL Server, mais aussi dans tous les produits qui sont un petit peu connexes à SQL Server. Et donc, c'est pour ça qu'on aime bien tous vous réunir. Alors, on peut se dire, oui, mais moi je suis DBA, moi ce qui m'intéresse, c'est que les nouveautés d'un point de vue moteur. La BI, je m'en fiche un peu. Ou inversement, moi je fais de la BI et tout ce qui est côté moteur, ça ne m'intéresse pas des masses. Moi, ce que je veux voir, c'est du Power View, des choses comme ça. On pense que c'est, dans tous les cas, intéressant pour tout professionnel de la data, au sens large, que ce soit le moteur ou que ce soit la business intelligence, de connaître un petit peu ce qui se passe autour de cette plateforme qui est SQL Server. Donc c'est pour ça qu'on fait cette session dite plénière, pour que vous ayez un peu les pointeurs, les mots-clés, les nouvelles fonctionnalités, histoire qu'on n'entende pas quand on arrive dans un projet BI, que les gens ne savent pas ce que c'est le Column Store Index ou Hekaton, ou inversement quand on travaille avec des DBA qui ne savent pas qu'il y a un joli produit qui s'appelle Power BI. Donc l'objectif, c'est de vous donner tous ces pointeurs et de vous donner envie de creuser, ou pas, bien évidemment. Après, libre à vous de creuser le sujet. Il y a suffisamment de sessions pour que vous puissiez aller sur un sujet, privilégier un sujet ou un autre. Donc l'idée de cette session, c'est de faire le tour et bien sûr de renvoyer vers toutes les autres sessions qui composent ces journées SQL Server. Je vous rappelle qu'il y a 40 sessions. Évidemment, on ne va pas avoir un petit mot, une petite présentation pour chacune de ces sessions. On n'est pas là pour présenter l'agenda. Mais vous verrez que sur chaque brique qu'on va aborder pendant cette session What's New, on va essayer de vous renvoyer vers d'autres sessions pour que vous puissiez approfondir les différents éléments. Comment ça va se passer? C'est simple. On a une jolie plateforme de données qui est SQL Server. Il y a tout un tas de rubriques dedans. Alors, j'ai tout de suite fait la différence entre la partie moteur et la partie business intelligence. Évidemment, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et d'ailleurs, je crois savoir qu'il y a beaucoup parmi vous, parmi les professionnels de SQL Server, des gens qui font les deux, qui se trouvent à faire des métiers de DBA, mais aussi métiers de BI. L'idée, c'est de pointer sur quelques fonctionnalités ou quelques buzzwords, comme on dit, des choses dont on parle depuis 1 an, depuis 6 mois, donc des choses qui composent l'univers SQL Server, et de faire des petits focus particuliers sur ces différents points, de faire intervenir différents speakers qui vont venir en parler. Moi, je ne vous présente pas de démo, je ne fais juste que les introduire et les faire monter sur scène, et à la rigueur poser quelques questions qui pourraient être légitimes, que vous poseriez. Donc chacun va avoir 8 minutes, le timing est crucial. On va essayer de ne pas déborder pour pouvoir aborder un petit peu tous les sujets. Les sujets, les voilà, ils ne sont pas forcément dans l'ordre. D'ailleurs, on va commencer non pas par le moteur de base de données. Je pense que certains devaient déjà se dire, super, on démarre par le moteur de base de données. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté avec SQL 2014? Perdu, on va démarrer avec la BI, avec, mine de rien, je crois, une grosse brique. Donc c'est Franck Mercier, de chez Microsoft, évangéliste chez Microsoft, qui va nous parler un petit peu de BI. Alors moi, je voulais commencer, peut-être te laisser le tempo, mais moi, je voulais commencer un peu avec une question sur cette BI. Moi, j'ai l'impression que ça bouge pas mal. Il y a eu des buzzwords, il y a eu Big Data, il y a eu tout ça. Donc ça bouge pas mal. Comment est le marché, en fait, sur la BI?
Merci Jean-Pierre pour cette introduction. Ça fait toujours plaisir de se faire introduire en tant que grosse brique. Je te remercie. Non, au-delà de ça, effectivement, ça bouge beaucoup dans le monde de la BI. On ne va pas s'éterniser sur ce slide, juste pour dire si on doit retenir vraiment quatre mots. C'est la mobilité. Et d'ailleurs, je pense que vous êtes acteur en cette mobilité, ne serait-ce que par les devices que vous avez actuellement en main, vos téléphones, vos tablettes, etc. Pour vous dire qu'avec tous ces appareils que vous avez, sont obligatoirement, je pense, connectés à Internet, et donc utiliser tous les services quelque part qu'Internet va vous offrir. Et qui dit connectivité à Internet, donc dit aussi, première caractéristique du cloud, connexion au cloud et à tous les services de ce cloud. Et vous verrez durant ces sessions la possibilité d'utiliser le cloud, notamment pour la business intelligence, utiliser des outils que l'on va vous fournir pour la business intelligence. Ce qui fait, donc, pour répondre plus particulièrement à ta question, Jean-Pierre, donc effectivement, ça bouge dans tous les sens, device, le cloud, et donc on utilise ces services du cloud pour produire de la donnée. Donc je prendrai juste un élément de ce slide que vous voyez, c'est 500 millions de tweets échangés par jour. Donc c'est une quantité astronomique, je te remercie du mot, d'informations que l'on peut bien entendu, pourquoi pas, exploiter. C'est des choses que l'on voit, nous, dans nos projets côté Microsoft, lorsqu'on va chez des clients. On voit des clients qui, de temps en temps, nous demandent de pouvoir analyser la réputation, cette notion de e-réputation. Qu'est-ce que les gens disent de nous sur les réseaux sociaux, de notre marque, comment on se comporte, etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir analyser ça et toute cette donnée. Si jamais on regarde, donc justement, si on revient au centre de la donnée, donc comme je disais, on va aller très vite sur ce slide, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a 1,8 zettabyte de données qui a été produit en 2011. 1 zettabyte, c'est 1 milliard de téra. Sachez qu'en 2020, on sera à 35 zettabytes. Si on prend toutes ces données, qu'on les met sur des DVD, qu'on les empile, on fait la moitié de la distance entre la Terre et Mars. Donc c'est pour vous dire qu'en termes de données, en 2020, on va vraiment en produire. On est sur une croissance d'à peu près 20% par an en termes de données. Donc dans tout ce flux de données, comment on fait justement pour s'y retrouver, pour aller chercher l'information qui va bien? Alors c'est magnifique parce que j'appuie sur le bouton. Longtemps, en fait. Effectivement, il faut appuyer longtemps. Et donc, quelle est notre vision par rapport à tout ce flux de données que finalement on crée tous les jours lorsque l'on tweet, lorsque l'on prend des photos, lorsqu'on va sur des réseaux sociaux ou même lorsqu'on attaque nos bases d'entreprise, tout simplement. Et le constat qu'on a fait, Jean-Pierre, c'est que, je pense que toi aussi, c'est que maintenant on se pose des questions, on essaye de résoudre des problèmes. Et de plus en plus, tout commence par une question. Qu'est-ce que l'on pense de moi sur les réseaux sociaux, ce que je disais tout à l'heure. Comment pouvoir corréler des données par rapport à ce que je vais retrouver sur des réseaux sociaux, puis mes données d'entreprise. Donc le premier point dans tout ce flux d'informations, c'est trouver l'information. Le point, ça m'amène moi une question, c'est que finalement c'est un peu un changement de paradigme sur la façon dont on fait de la BI aujourd'hui. C'est qu'à l'inverse des projets BI traditionnels où on part des données, ce que tu me dis, c'est qu'actuellement on part d'une question. Voilà, donc c'est un nouvel usage. Donc le tien est toujours d'actualité, c'est toujours correct. Mais l'idée, c'est de se dire, voilà, je suis devant une problématique, je dois répondre à une question, je vais poser cette question, ou du moins, je vais aller essayer de trouver l'information, la donnée, pour pouvoir en ressortir une information. Donc l'idée, c'est quoi? Alors effectivement, il faut appuyer longtemps. C'est de pouvoir fournir à un plus grand nombre, via des outils simples et familiers, un accès simple à tous les types de données. Vraiment tous les types de données, de la donnée structurée, non structurée, on en a évoqué ce matin à la keynote, et surtout, peu importe la source, pouvoir la récupérer, la combiner et la gérer. Source A, source B, je la combine et j'essaie d'en sortir quelque chose. Quand je dis j'essaie d'en sortir quelque chose, c'est la modéliser, c'est pouvoir l'analyser et l'affiner. Pareil, donner l'accès aux données à tout le monde grâce à des outils puissants et familiers. Encore une fois, la même chose, essayer de rendre les choses le plus simple possible avec les outils les plus familiers. Et enfin, une fois que l'on a récupéré nos données, c'est pouvoir déployer ces solutions. Mais quand je dis déployer, c'est un peu fort comme terme, mais pouvoir ne serait-ce que partager le rapport, permettre la collaboration autour de ce rapport, ou un truc tout bête, pouvoir l'utiliser sur nos appareils, sur nos téléphones, nos tablettes, etc. Donc voilà, je dirais en quelques mots, la vision simple de Microsoft en termes de démarche universelle sur l'accès aux données, son utilisation et son partage. J'imagine qu'il y a tout un tas d'outils derrière. Bien si entendu. on peut creuser un petit peu, rentrer un peu plus dans la technique. Bien entendu, donc j'attendais en fait que tu me poses la question. Donc, alors, par rapport à ce slide qui permet donc de bien détailler en 3 points assez simples de ce que va permettre de faire les outils Microsoft, si on commence à regarder. Et je pense que celui-là, ça n'engage que moi ce que je vais dire, et la brique fondamentale de ce que l'on propose, c'est tout simplement la possibilité d'aller chercher l'information
n'importe où elle se trouve, sous n'importe quelle forme. Ici, même si vous ne le devinez pas complètement, nous sommes dans du Excel, tout simplement. Ça y ressemble en tout cas. Ça y ressemble beaucoup en fait. L'idée, voilà, on parlait d'outils simples et familiers, donc l'idée c'est d'intégrer dans Excel quelque chose qui va vous permettre d'aller chercher l'information. Ce quelque chose est une brique de Power BI qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure, qui s'appelle Power Query. Donc notamment, il va y avoir une session animée tout à l'heure par une main de maître, par toi-même je crois, donc un deep dive dans Power Query, où on va vous montrer comment récupérer l'information à droite, à gauche, combiner, faire des formules, j'imagine. Bref, vous montrer toute la magie de cet outil qui, pour moi, est vraiment le sens Power prend son sens ici avec cet outil. Une fois qu'on a récupéré l'information, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir la présenter, la transformer, la modéliser, et surtout, l'exploiter d'une manière visuelle. Malgré ce que vous voyez à l'écran, nous sommes toujours dans Excel. C'est ça qui est fort. Donc, une fois qu'on a récupéré l'information, qu'on l'a un petit peu travaillée, c'est l'histoire de pouvoir la présenter d'une manière complètement visuelle. Nous sommes vraiment dans de la data visualisation. Ça permet, lorsqu'on, en plus bien sûr de tout ce que vous connaissez, tableau croisé dynamique, graphique, interactif, ce genre de choses, sous la forme cartographique, de pouvoir sortir à un instant donné, et j'ai bien dit un instant donné, c'est-à-dire que vos données, en plus de les représenter de manière cartographique, vous pourrez y associer l'axe temps et les faire évoluer dans le temps pour pouvoir sortir à un instant donné une tendance par rapport à un autre événement, et ce, de manière complètement graphique, tout en restant dans Excel. Et puis une fois, comme j'ai dit, lorsque vous avez fait vos beaux rapports, c'est pouvoir partager ces rapports. Et pour ça, on a toute une infrastructure qui permet justement le partage de ces rapports avec les utilisateurs à qui vous voulez partager ces rapports, mais aussi la possibilité de pouvoir continuer à exploiter ce rapport. Ça ne va pas être juste une simple copie d'écran que vous allez exposer à vos utilisateurs ou aux personnes avec qui vous voulez partager l'information, mais la possibilité, en mode web, de pouvoir ouvrir le fichier Excel, de pouvoir interagir avec ce fichier Excel, et encore mieux, de pouvoir l'interroger directement à partir de l'interface web. Avant de renvoyer le pointeur, peut-être une petite démo, parce que tu nous as parlé de plein d'outils. Exactement. Tout commence par une question. Tout est dans Excel, ou en partie, tout du moins la partie quand on travaille devant son ordinateur. Exactement. Est-ce qu'on peut avoir une petite démo de... Avec plaisir. Donc, juste pour nous mettre l'eau à la bouche. Exactement. Donc, toute petite démo. Si tu veux bien basculer en numéro 4. Comme je disais, donc, tout à l'heure, en introduction, tout commence par une question. Et là, on imagine, donc, je cherche des informations particulières. Donc, je ne vais pas tout vous dévoiler tout de suite, mais là, tout ce que j'ai fait pour cette démonstration, c'est mes fichiers Excel dans lesquels j'ai fait mes différents rapports en allant chercher des informations avec Power Query, je les ai publiés sur mon site de partage. Donc, des classeurs Excel avec Power Query, Power Pivot, enfin avec l'ensemble des outils dont tu as parlé. Exactement, Jean-Pierre. L'idée, c'est ça. C'est quoi? C'est aller récupérer l'information. Et donc, là, regardez attentivement ce que je vais faire. Vous allez voir, c'est relativement simple finalement. Je vais lui demander, donc dans mon jeu de données, je vais avoir principalement, donc là c'est un jeu de données que j'ai préparé pour l'occasion, on a récupéré l'ensemble des cours de bourse de toutes les sociétés du S&P 500 depuis le début de la création, 1960. On a aussi récupéré tous les dividendes qui ont été versés. Alors rapidement derrière, on a fait un petit calcul HD Insight pour avoir les informations qui vont bien. Power Query, petite modélisation, publication. Donc là, on va lui demander de nous montrer la croissance des stocks. Alors, vous voyez aussi que lorsque je tape, il y a une sorte d'intelligence en plus qui nous aide, c'est-à-dire que le moteur est suffisamment intelligent pour pouvoir récupérer l'information des rapports qui ont été publiés, et j'insiste bien sur les rapports. Ce n'est pas un site à rapport, c'est un site, tous les rapports que l'on publie, pour aller justement récupérer les informations qui nous intéressent. Donc là, depuis 1960, si on a investi sur la S&P 500 depuis le début, on est à 4,73% de croissance, nettement mieux qu'un livret A à l'heure actuelle. Donc finalement, sur le long terme, investir en bourse, c'est plutôt une bonne solution. J'aimerais aussi que tu me montres le dividende unitaire versé, ici. Voilà donc là, les dividendes qui ont été versés depuis le début du S&P 500. On a rajouté des informations sur tout ce qui est cours de clôture des différentes actions. À ce niveau-là, le cours de clôture, ça ne veut rien dire. C'est corrélé à rien du tout, ça ne veut pas dire grand-chose. Dans ces cas-là, on va lui demander d'éclater ça par secteur, histoire de nous faire quelque chose d'un peu plus lisible. Bon, j'ai dit lisible, malheureusement, il n'y a pas de légende. Ceci dit, hop, petite infobulle, on peut sortir quand même des informations qui vont bien, si au cas où il n'y a pas de légende.
Et puis, comme je vous ai dit, c'était depuis 1960, donc on va lui demander de nous afficher ça sur toutes les dates finalement. Et donc là, oulala, il nous affiche des bulles complètement écrasées les unes sur les autres. Mais lorsque vous avez un champ date, il vous propose la possibilité donc, de jouer ça dans le temps. Donc vous voyez, on part depuis 1963 exactement. Au début, il ne se passe pas grand-chose. Vous voyez donc là-haut les dividendes versés sur les taux de croissance en bas en abscisse. Et puis ça vous permet, je ne sais pas si vous avez vu, une petite bulle qui a sursauté. Je vous parlais tout à l'heure de data visualisation, de pouvoir sortir une information qui peut un peu être en décorrélation par rapport aux autres. Et l'idée, c'est quoi? C'est de permettre justement, avec cette interface, remonter au niveau qui nous intéresse et dire, voilà, si je vais dans les années 2000, effectivement, c'est le secteur de l'industrie. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien derrière. Voilà, le secteur de l'industrie qui, en termes de dividendes, rémunère très bien ses actionnaires, alors qu'en termes de performance sur le secteur, ce n'est pas terrible. Donc voilà, une petite illustration de ce que je voulais faire, vous montrer avec ce qu'on peut faire avec Power Q&A, donc poser une question, essayer de trouver les réponses. Tout démarre avec une question, et derrière, moi j'ai reconnu que c'était du Power View, les graphes, donc on est quand même sur des briques qu'on peut déjà manipuler actuellement. Exactement. Power Q&A, c'est encore de la preview, c'est ça? Aujourd'hui, Power Q&A, c'est encore de la preview, mais ça appuie sur des briques, comme tu as dit, Power View, sur du Office 365, donc des choses qui sont connues et maîtrisées. Donc on va bientôt pouvoir jouer avec. Exactement. Pour conclure sur le sujet de la business intelligence, donc, vous l'aurez compris, c'est quand même Power BI qui est la grosse nouveauté qu'on a pour 2014. 3 sessions que vous aurez juste après, donc Franck avec Laurent qui animeront un petit tour d'horizon, et après on rentrera un petit peu plus dans les différents éléments. Restitution de données, ce sera plutôt justement Power Q&A ou Power Map, et donc la gestion des données, c'est plutôt la récupération des données. Évidemment, j'en passe d'autres. Demain, il y aura des sessions sur le tabulaire, sur le DAX, qui sont quand même le langage qui permet de faire la modélisation pour pouvoir justement avoir cette analyse, les cours de clôture ou la performance d'une action. Merci Franck. De rien. Je vois Power BI, gestion de données, Franck Mercier. C'est moi qui présente? C'est… Voilà. Donc, bon, j'apprends quelque chose. Non, c'est une coquille. OK. Tu as parlé tout à l'heure, quand on a commencé à parler de business intelligence, de big data, bien évidemment, au-delà du buzzword, c'est quand même quelque chose de très présent dans notre monde, dans le monde de la BI. Donc on ne pouvait pas faire un What's New sans vous donner un peu les nouveautés et parler un petit peu de ce qui se passe sur le big data. Alors on a démarré avec ce slide. Tu avais un slide un peu équivalent, Franck, qui est un peu celui que vous voyez à toutes les conférences. Et je vous rassure, on va très vite le passer parce que même si c'est toujours sympa d'expliquer qu'on a des millions de tweets par jour, des Facebook, du Twitter, etc. OK, mais concrètement, moi je travaille dans la finance, moi je travaille dans tel autre secteur. Bon, c'est bien beau de voir tout ça, mais concrètement, comment ça marche le big data? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Et donc, Romain, bonjour, qui nous rejoint et qui va nous parler de big data. Donc moi j'ai une question pour démarrer, c'est où en est-on concrètement avec le big data en 2014? Alors en 2014, le big data, comme vous l'avez vu, les données ne cessent d'augmenter, la volumétrie, la fréquence à laquelle elles sont créées ne cesse d'augmenter et les données sont de plus en plus variées et non structurées. Donc le framework Apache Hadoop répond à cette problématique en offrant un système de fichiers distribués et un modèle de programmation MapReduce permettant de découper nos fichiers sur les différents data nodes afin de maximiser la parallélisation des traitements. Alors on parle de Apache Hadoop, pourquoi? Parce que c'est le framework Big Data le plus utilisé aujourd'hui. C'est aussi la version Hortonworks la plus open source. Et alors Apache Hadoop offre des modèles et des abstractions pour faire du MapReduce caché finalement. Alors on parle de Hive qui est un langage proche du SQL ou encore de Scoop qui permet de transférer des données d'un mode relationnel à Hadoop, ou encore de Maout permettant de faire un langage de propagation machine learning. Donc Microsoft s'est allié avec Hortonworks pour créer HD Insight. Aujourd'hui, la version 2.1 est sortie et s'appuie sur la data platform 1.3 d'Hortonworks. Donc elle est disponible en Azure ou on-premise, donc en Azure dans sa version multinode, et offre davantage de couches aux développeurs, à savoir un framework, un SDK.NET et des commandes PowerShell, ou encore un connecteur Hive ODBC permettant à Excel, depuis Excel, de se connecter à nos données qui sont dans le cluster, ou encore Polybase, qui n'est pas écrit, qui permet de faire un mashup de données relationnelles et non structurées. D'accord. Donc tout ça, tout à l'heure, Damien et Benoît nous en ont un peu parlé. J'ai cru entendre dans ce que disait Damien tout à l'heure que il a utilisé le mot preview.
Tu me confirmes que… Alors il aujourd'hui, me semble nous que sommes ton- plus en preview, mais en general availability, donc le service est bien disponible et on peut l'utiliser en production. Donc Chose là, que je c'est- fais actuellement chez un client. D'accord, donc toi, tu fais déjà des projets, donc des vrais projets. Alors, ils sont liés à des tweets, je crois. Tout à fait. Mais tu as vraiment un projet en prod qui démarre. Qui démarre sur qui HD démarre là-dessus. Insight Donc, dans sa version 2.1. voilà, on n'est plus sur quelque chose qu'on teste maintenant. Vous pouvez l'utiliser directement sur de la prod. Alors, il y a tout un tas de mots-clés. Le mieux, c'est peut-être pour visualiser, parce que le souci avec le big data, c'est qu'à un moment, il faut qu'on voit un petit peu, qu'on visualise un petit peu ce dont on parle. Donc, l'idée, c'est que tu nous fasses une petite démo. Alors voilà la démo. Alors je suis sur Windows Azure, donc vous connaissez aujourd'hui. Je vais créer un nouveau cluster HD Insight. Donc ça, c'est assez simple. Je renseigne le nom de mon cluster. J'aurai 4 nœuds, donc 4 data nodes et un node principal. Je choisis la version 2.1. Je choisis aussi la région parce qu'il est important de choisir une région la même que celle de mon Blob Storage Azure pour limiter la bande passante et les coûts, bien évidemment. Je crée un utilisateur comme ceci. Hop. En espérant que je ne me trompe pas la deuxième fois. Et une petite nouveauté, c'est que maintenant, on peut renseigner les métadonnées de Hive et de Oozie, qui est l'ordonnancement Hadoop, dans une table SQL Server en Azure. Donc, c'est ce que je vais faire. Et le mot de passe. Ensuite, la troisième étape et la dernière, c'est de renseigner le storage à compte. Une fois qu'on a fait ça, je vais passer parce que j'ai déjà un cluster disponible qui se base sur un blob storage Azure dans lequel j'ai renseigné, j'ai téléchargé des réseaux sociaux, tout ce qui se dit autour des jeux et des plateformes de jeux vidéo. Donc, pour les analyser, on va d'abord regarder les métadonnées. Si je l'exécute, alors ça c'est mes tables de métadonnées de mes tables Hive. Donc on voit des external tables qui sont des vues sur mes données et des managed tables qui sont internes à Hive. Donc si je supprime une external table, je garde mes données dans le blob storage Azure. Donc on peut penser à décommissionner notre cluster et l'utiliser que quand on a besoin, puisque nos données seront après disponibles même quand le cluster est éteint, ce qui est aussi intéressant. Oui, Donc, puisque les données sont stockées sur du blob storage Azure, tout à fait. alors que HD Insight dans Azure, c'est des nœuds de calcul, donc tout est bien différencié. Tout est bien On différencié. peut bien gérer ses coûts d'ailleurs. Tout à fait. D'ailleurs, on vous le montrera dans les différentes sessions qui sont à venir. Donc maintenant que j'ai créé et que j'ai mes métadonnées, je vais, pour accéder à ces données, créer une connexion au DBC, Hive. Donc voilà, ici. J'ai renseigné l'adresse de mon cluster Hive. Au préalable, dans les options Advanced, j'ai choisi d'utiliser Use Native Query qui me permet au moteur de ne pas modifier mes requêtes et un default string colonne de 8000, à savoir le max d'un varchar, hors le varchar max. Donc maintenant, j'ai créé un cluster, un serveur lié sur mon cluster Hadoop, HD Insight, donc il est disponible après comme les autres serveurs liés. Et je vais pouvoir requêter dans un outil que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est SQL Server Management Studio, nos données. Donc si j'exécute cela, au préalable, j'ai créé une table externe sur mes données qui sont contenues dans mon container Twitter et qui sont partagées partitionnées par date. Donc j'ai plus de 1 giga, voire 2 gigas de données par jour que je récolte depuis 2-3 mois, ce qui fait environ 50 000 tweets par heure, donc ça fait pas mal de données. Et vous verrez que c'est finalement assez rapide de faire un limite 5 sur nos données pour avoir le résultat et du coup afficher tel que je reçois mes données de Twitter, les données. Ça va arriver dans pas longtemps. Ensuite, on peut penser à une query, parce que dans Hive, c'est un langage proche de SQL. On peut faire du group by, on peut faire du select, on peut faire des agrégations. Et j'ai toujours pas reçu ma requête. Et finalement, on voit ici, alors que je suis au 8 novembre, que le mot, le keyword, le tag qui ressort le plus, c'est Call of Duty, parce que Call of Duty est sorti le 5 novembre. Ok, Voilà. donc si je résume, la création, alors tu n'as pas appuyé sur OK parce que ça met quand même quelques minutes à provisionner un peu les Moins de machines. 15 minutes. Moins de 15 minutes, donc là tu peux avoir un cluster Hadoop qui va te permettre d'avoir la puissance de calcul. Le stockage, c'est du stockage Azure, tout ce qu'il y a de plus classique.
Évidemment, on passe le fait de remplir avec les 5000 tweets par jour. Ça, par contre, ça, c'est quelque chose que vous aurez du mal à compresser dans le temps. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc, une fois que tu as fait ça, tout simplement, avec un management studio, tu te connectes sur ton cluster avec le driver Hive ODBC et tu fais cette fameuse requête Hive. Donc ça, Hive, qui sont proches finalement de SQL. Donc, l'utilisateur n'a pas à connaître le langage de programmation MapReduce pour écrire et pour requêter des données qui sont dans un cluster Hadoop. C'est Select, From, Where, Group By, on est sur quelque chose d'assez que tout le monde connaît, d'assez classique. Voilà. Merci pour cette démonstration. Juste remettre les pointeurs parce que bien évidemment l'idée c'est pas de vous faire un petit cours de Big Data et d'HD Insight en juste 8 minutes, mais c'était de pointer un petit peu la facilité et voir ce qu'on peut faire directement avec un outil qu'on connaît tous qui est Management Studio. Bien évidemment, vous allez pouvoir creuser tout le sujet Big Data au travers de différentes sessions. Alors, s'il y a Power BI, ce n'est pas une erreur. C'est qu'en fait, une partie de ce tour d'horizon va aller chercher des données directement dans de la Hadoop. Donc, même si je ne sais pas s'il y aura des démos sur la partie Big Data, mais tout du moins, ils en parleront. Et évidemment, on a une matinée sur le Big Data avec 2 sessions, une plus BI et une plus sur le stockage et la technique avec Romain, justement, et Benjamin. Autre sujet qui est cette fois-ci très loin du Big Data, puisqu'on va parler de quelque chose qui stocke en mémoire. Donc, l'in-memory, c'était vraiment le buzzword. Je ne vais pas reciter ce que disait Damien tout à l'heure, mais c'est vrai que tous les éditeurs en parlent, en font, ont quelque chose là-dessus. Et bien évidemment, Microsoft ne pouvait pas ne pas avoir d'offre in-memory. Et comme ils l'ont dit, en fait, in-memory est là depuis un moment. Donc, quoi de neuf alors désolé si je dis 2014, c'est dans un mois, donc il n'y a pas trop d'erreurs, mais quoi de neuf fin 2013, début 2014 sur le in-memory? Philippe. Oui, alors, aujourd'hui, in-memory, en fait, on en fait depuis quelques temps, parce que c'est le moteur Vertipack. C'est son nom de code un petit peu, enfin, il s'appelait Xvelocity avant, maintenant il s'appelle Vertipack. Et en fait, on le trouve à plusieurs couches. Historiquement, la première fois qu'on l'a vu apparaître, il y a 2-3 ans, c'est quand on a parlé de Power Pivot. Donc, c'est l'analyse in-memory dans Excel. La deuxième fois, c'était l'an dernier ou un petit peu avant, on parlait des index column store, qui sont encore une façon de requêter en mémoire les données. Et maintenant, on attend pour bientôt la sortie d'SQL 2014, où on va avoir la partie OLTP en mémoire. Alors, je sais qu'il y a des sessions là-dessus. Je ferai une toute petite démonstration pour montrer la facilité pour commencer à utiliser la partie in-memory dans les requêtes SQL Server. Alors, le point important, c'est que c'est natif toujours dans les produits sans surcoût, puisque ce soit sur la partie Excel avec la donne, que ce soit sur les index column store dans SQL Server 2012, ou que ce soit dans SQL 2014 avec l'OLTP in-memory. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a vraiment de l'in-memory dans l'ensemble de l'offre, puisque entre Excel et de l'OLTP, on est dans le monde client et dans le monde serveur, et il n'y a pas de compromis à faire, à se dire il faut que j'achète. Alors, bien évidemment, c'est toujours contraint à la RAM que vous avez sur votre machine, même quand on est dans Excel et même quand on est sur le poste client. Mais tout du moins, ces technologies se trouvent vraiment sur l'ensemble de l'offre des produits. Alors, je vais revenir sur Column Store. Column Store, on l'a présenté l'année dernière, puisqu'il est sorti avec SQL Server 2012, donc qui est vraiment dans cette release. On n'est pas sur quelque chose qui est nouveau, mais je vois qu'il y a marqué mise à jour. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau en fait dans le Column Store? En fait, donc, effectivement, avec SQL Server 2012, on a vu apparaître l'index column store, mais on ne pouvait les injecter que par des BCP, c'est-à-dire des insertions au volume. Avec SQL Server 2014, on va aller plus loin, puisqu'on va pouvoir modifier les données directement dans une table qui est de type column store, ce qu'on ne peut pas faire jusqu'à SQL 2012. Alors, le principe, c'est celui-là. C'est le suivant. Donc, quand on crée directement la structure column store. Donc, à droite, on a ce qu'on appelle en bleu, les gros blocs bleus, ce sont les column store group, ce qui était figé. Maintenant, on va pouvoir, en fait, avec le bulk insert, on va créer des groupes au fur et à mesure qu'on va injecter. Ça, c'était jusqu'à SQL Server 2012. Avec SQL 2014,
on va pouvoir faire des inserts. Et les données vont se retrouver dans ce qu'on appelle des row stores, c'est-à-dire un ajout qu'on trouve en bas, où les lignes vont se mettre les unes derrière les autres quand on va faire un simple insert. On va pouvoir aussi les supprimer. Pour ça, on a une table, une structure en bitmap qui va indiquer les lignes qui ont été supprimées. Et enfin, l'update, c'est tout simplement on fait une suppression et on fait un ajout de la même manière. Et la dernière chose qui est intéressante dans justement la mise à jour, c'est qu'à un moment donné, on a des réorganisations automatiques. C'est-à-dire que par exemple, lorsque j'ajoute plus d'1 million de lignes, on a la création automatique d'un nouveau groupe, c'est-à-dire que les lignes qui sont dans le row store vont passer dans un groupe column store. Oui, il n'y avait pas de proxy system à appeler ou de choses comme ça, tout se fait automatiquement. Donc la grosse différence, c'est que avant, on pouvait créer l'index, l'utiliser, c'est tout. Et maintenant, on peut le créer, le mettre à jour, avoir des tables qui vivent, puisque c'est un peu le but d'une base de données, c'est pas que d'avoir des file groups en read-only. Et donc là, maintenant, on a quelque chose qui est réellement utilisable, ou en tout cas plus que ça ne l'était sur la version 2012. Historiquement, c'était réservé à l'entrepôt de données. Aujourd'hui, on peut l'utiliser éventuellement en OLTP si on en a besoin. D'accord, puisque le gain, quand même, c'est des gains en termes de stockage, puisqu'on a un meilleur taux de compression. Alors, là, on a vu le column store. Bien évidemment, la grosse nouveauté qu'on a sur 2014, ça a été discuté tout à l'heure lors de la keynote. Et puis, d'ailleurs, l'année dernière, on a eu une démo, on a eu la première démo faite hors d'une conférence Microsoft après le pass, l'année dernière, ici. Quoi de neuf sur Hackathon? On en est où? Ça sort bientôt. Qu'est-ce qui a changé? Alors, Hackathon va sortir avec SQL Server 2014. Je ne sais pas si toi tu as la date, moi je ne l'ai pas encore. Mais ce qu'il y a, c'est que si on reprend techniquement ce que signifie Hackathon, on part du constat, c'est ce que j'ai écrit en bas, les modèles de table, c'est-à-dire le modèle traditionnel, table sur disque, exactement le terme, par opposition des tables Hackathon, in-memory, présentent des performances médiocres dans certains cas. Et le travail de Microsoft, c'était de dire il faut qu'on améliore ces process. Alors qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont partis de plusieurs constats. D'abord, il fallait pas de réécriture d'applications existantes. Ça, c'était une contrainte qu'ils se sont donnée, qu'ils ont respectée. Il faut que ce soit intégré dans le moteur, il ne faut pas que ce soit un add-on à rajouter comme certains autres concurrents. Il faut que ce soit adapté au modèle standard. C'est-à-dire qu'ils sont partis de l'idée qu'aujourd'hui, les disques, c'est bien, mais ce n'est pas très puissant. Les évolutions se situent plutôt en mémoire. Et aujourd'hui, la RAM, à opposition du disque, la RAM ne coûte vraiment pas cher et on peut avoir facilement des machines à 128 Go de RAM très facilement. Donc, l'idée, c'est de travailler en disant, plutôt que du disque, on va travailler en mémoire. Donc, toujours le in-memory. Donc, les actions sur lesquelles ils ont travaillé, c'est-à-dire, on va travailler sur des algorithmes adaptés et améliorés. On va supprimer tout système de verrou, qui sont quand même largement contraignants. Et ils ont été jusqu'à compiler en mémoire les procédures stockées, en fait, en mode natif, pardon. Donc, les procédures stockées ne sont plus interprétées, mais compilées à l'avance. Alors, le système de verrou a été relâché, en effet, mais ça reste une base de données transactionnelle. Hein. D'accord que ça reste du transactionnel. Vous pouvez faire tout ce que vous faites. Hein, c'est adapté à des systèmes bancaires. Hein, on ne va pas perdre de transactions. Ce n'est pas comme des technologies comme Hadoop ou autre. Peut-être une démo. Oui, l'idée, c'est de nous montrer un petit peu comment on fait. Parce que moi, quand tu me dis il y a des procédures stockées compilées en mode natif, etc., je me dis il faut peut-être que je réécrive mon application, alors qu'à côté, on nous dit qu'on n'a pas forcément besoin. Donc, une petite démo pour voir comment on met en place Hackathon sur une base de données existante? Tout à fait. Écoute, je suis parti sur la base AdventureWorks, qui est dans le Codeplex. Je n'ai rien touché, j'ai juste fait la restauration juste avant. D'accord? Et je vais basculer ma base AdventureWorks pour supporter le mode Hackathon. D'accord? Alors pour ça, je vais d'abord préciser, je vais rajouter un file group spécifique parce qu'il faut un file group supplémentaire. Voilà. Ensuite, je vais rajouter un nouveau fichier associé. Voilà. Et je vais encore modifier ma base pour lui demander de travailler dans un mode qui s'appelle Memory Optimized Elevate to Snapshot. Et ma base de données, là, à ce niveau-là, elle est prête. Tu vois, c'est pas très compliqué pour l'instant. Donc là, on a activé Hackathon, on a activé l'in-memory sur une base de données. Tout à fait. En une instruction, avec un alter database.
Pour l'instant, tu vois, je n'ai pas changé tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Non. Bon. Je vais créer une table in-memory. Et l'instruction clé, elle est ici. Memory optimize égale on. Donc je vais l'exécuter. Juste que je la sélectionne, voilà. J'ai une table maintenant, à l'équivalent d'une table qui existe, qui fonctionne en mémoire. Donc les seules instructions que j'ai à prendre, évidemment elles sont un petit peu plus compliquées quand on met les options, mais les deux seules instructions que j'ai à prendre, c'est un int sur le create table, with memory optimize égale on, et bien sûr l'alterdatabase pour activer au niveau de ma base de données. Alors je peux aussi créer du même genre un type qui est de type avec un type table avec on memory, donc pour le mode in-memory. Et pour tu me parlais tout à l'heure des procédures stockées que tu croyais que tu allais devoir réécrire dans un langage quelconque. Eh bien non, parce que quand tu crées une procédure stockée, tu actives simplement le mode native compilation. Donc c'est du transact SQL compilé en mémoire. D'accord. Et si j'ai déjà une procédure stockée existante, elle fonctionne. Elle fonctionne pareil, je n'ai toujours. pas à rajouter. Donc quand on parle de en changeant 0 ligne de code, c'est-à-dire que je ne suis même pas obligé de faire with native compilation sur ma procédure stockée. Exactement. D'accord. Voilà. Merci pour cette démo. Alors, on va remettre un peu quelques chiffres. Vous les avez vus tout à l'heure. C'est les chiffres qu'on a autour d'une technologie comme Hekaton. On est sur un facteur 30 sur des perfs OLTP. On est sur un facteur 100 pour des requêtes bien particulières qui sont les star join en data warehousing. Donc là, tous les gens qui font du data warehousing ou de la BI savent à peu près de quoi il s'agit. Et autre chiffre super intéressant, c'est le 90% d'espace gagné. On avait ce facteur-là sur le Column Store Index en fonction des tables, mais c'est aussi intéressant d'avoir ça puisque bien évidemment, c'est en mémoire et c'est compressé. Toutefois, je mettrai juste une petite remarque. C'est vrai qu'on est sur un chiffre annoncé d'un facteur 30 sur les performances OLTP. Pour l'instant, en discutant avec des gens de la communauté, des gens qui testent cette preview, même avec quelques spécialistes, vraiment sans toucher le code, c'est-à-dire en gardant les procédures stockées en l'état. J'ai mis facteur 3 sur le slide, mais on est entre 3 et 5 selon les discussions qu'on a pu avoir, sachant que c'est encore en preview, on n'est pas sur la version finale puisque SQL 2014 n'est pas sorti. Donc on est à 3 et 5 sans rien toucher. Rien que ça, parce qu'on peut se dire 3 et 5, c'est pas grand-chose par rapport à 30 ou 50. Mais rien que ça n'empêche, si on vous dit, en gros, en faisant pas grand-chose, vous pouvez multiplier par 3 et par 5 vos workloads OLTP, c'est plutôt bien juste en passant à cette version sans refaire une seule proc stock. Parce que des fois, on n'a pas forcément le choix, notamment, je pense à des éléments d'éditeur. Alors, encore une fois, en 8 minutes, c'est difficile de rentrer. Là, on a vu le mot-clé with memory optimize égale on. Bien évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'il y a tout un tas de paramètres à faire pour bien gérer votre mémoire, pour bien gérer le recycle, les insertions, etc. Donc pour ça, vous avez plusieurs sessions qui auront lieu sur l'in-memory. Donc vous avez évidemment celle sur Hekaton, où on va rentrer un peu plus dans les détails des instructions qu'a présenté Philippe, mais aussi parce que, on vous l'a dit, le in-memory a commencé finalement avec la BI, avec le moteur Vertipack de Power Pivot. En fait, il est aussi dans SSAS Tabular, c'est le même moteur qui fait ça. On a quelques sessions sur le Tabular. Et enfin, une session sur le Column Store Index, un petit peu atypique, puisque l'idée, ce n'est pas de creuser forcément le Column Store Index en lui-même, mais un de ses usages avec un outil comme Analysis Services, donc pour la BI. Alors, tant que je te tiens, Philippe, tu vas faire un autre slot, un autre bloc de 8 minutes, puis tu vois, les slides sont bien faits, puisqu'il y a encore ton nom qui apparaît là. Bien évidemment, c'est Hekaton, vous doutez bien, c'est le gros morceau qu'on a avec SQL 2014. C'est vraiment la grosse nouveauté, et ce sur quoi ça va en plus bouleverser un petit peu la façon dont on fait de l'architecture de nos bases de données. Mais quand on est DBA et qu'on n'a pas 512 mégas de RAM, alors tout à l'heure tu disais 128, mais quand on a un serveur qui fait que 8 Go, 16 Go, 32 Go, et que je n'ai pas forcément l'opportunité d'utiliser une technologie comme Hekaton, qu'est-ce qu'il y a dans SQL Server 2014 de nouveau pour un DBA qui ne voudrait pas faire de l'in-memory? Alors,
Dans les choses, alors il y a plein de choses, hein. Honnêtement, il y en a plein, c'est un peu, ça foisonne un peu partout. J'ai essayé d'en garder quelques idées clés, les organiser, mais je ne suis pas complet. La première On chose... s'en contentera. Pardon ? On s'en contentera. D'accord. Alors, au niveau haute disponibilité sur l'OASON, hein, donc c'est une nouveauté d'SQL Server 2012 qui assure la haute disponibilité, des réplicas, etc. Donc déjà, ils ont amélioré l'assistant pour intégrer plus facilement des réplicas dans Windows Azure. Alors ça fait partie aussi des architectures hybrides, moitié on-premise, moitié dans le cloud. Donc je vous rappelle, on peut mettre des réplicas dans Windows Azure et qu'en cas de défaillance, une autre machine qui serait elle dans le cloud soit disponible. Donc ce mix entre les deux. On a porté le nombre maximum de réplicas secondaires de 4 à 8, donc on peut multiplier encore les machines. Tu me diras, tu n'as pas non plus forcément, si tu n'as pas 512, tu n'as pas forcément besoin de 8 réplicas, mais c'est toujours disponible. Mais avec le cloud, c'est plus facile d'avoir des réplicas. Oui, c'est vrai. En cas de déconnexion, les réplicas secondaires restent disponibles en lecture. C'est aussi pas mal. Ce qui colle avec le fait qu'on augmente le nombre de réplicas disponibles. Tout à fait. Bon, il y en a d'autres, mais là, ça devient plus anecdotique. Mais au moins, ces 3 fonctions-là me semblaient importantes. Donc une amélioration quand même d'Always On qui était déjà un truc qui était très très bien et très demandé par les DBA. Je t'ai mis un chapitre après sur les performances, parce que ça, c'est un sujet qui me tient pas mal à cœur aussi. On va utiliser, alors on a maintenant des disques hyper rapides qui sont apparus avec les SSD depuis 2-3 ans, en tout cas sur les environnements de production. Donc quand on a des problèmes de mémoire, il faut swapper la mémoire au niveau des SQL, etc. L'idée là, c'est d'utiliser les disques SSD, qui sont plus rapides que les disques traditionnels, pour pouvoir décharger une partie du pool de mémoire vers ces SSD et de récupérer plus rapidement ces données quand on en a besoin. Donc l'intégration des SSD en tant qu'extension du pool de mémoire. Un gros morceau aussi sur l'optimisateur de requêtes. On croyait avoir tout vu sur l'optimisateur de requêtes. Eh ben non, on a encore des requêtes qui sont encore plus rapides que d'habitude grâce à l'optimiseur qui joue sur ses performances. On a maintenant aussi des statistiques incrémentielles, ce qui est pas mal. C'est-à-dire qu'on va pouvoir calculer encore plus rapidement les statistiques pour les mettre à jour. Et le gouverneur de ressources, qui vous permet de limiter les usages en fonction des profils des utilisateurs. Jusqu'à présent, on avait le CPU, entre autres, et la mémoire. Maintenant, on intègre aussi les disques pour limiter sur certains profils l'accès aux disques, les entrées-sorties. Donc globalement, maintenant, avec le ressource gouverneur, on va pouvoir piloter l'ensemble des ressources physiques les 3 ressources clés de la machine, de la machine complètement. Et il n'y a plus ce petit goulot d'étranglement qu'on avait finalement avec les disques et qu'on devait contourner avec ingéniosité quelquefois. D'autres choses, je crois ? Oui, un petit outil que... Alors tu sais que moi je suis sur un marché un peu plus restreint que le marché parisien puisque je viens d'Alsace. Et donc effectivement les machines à 128 Go, j'en ai pas vu beaucoup. Et je travaille plutôt dans des secteurs où les gens n'ont pas de DBA. On peut trouver des SQL Server dans des sociétés. Disons que le DBA, il pose des câbles, il fait le réseau, il fait le... Oui, mais alors des fois j'en ai même vu où il n'y a pas de DBA du tout et pas d'administrateur système. Tu vois, il n'y a rien, il y a une machine là et elle se manage toute seule. Et il y a une fonction qui est plein de promesses pour moi, parce que je vais pouvoir mettre en place des unités de sauvegarde dans des conditions bien particulières, là où il n'y a personne pour s'en occuper, etc. Et puis respecter les différentes contraintes, de m'assurer que tout est fait correctement. C'est les sauvegardes managées, ça je trouve ça pas mal. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier ? C'est qu'il n'y a pas de développement, pas besoin d'outils tiers, et on va respecter toutes les conditions, notamment celle d'exporter loin de la machine premise les sauvegardes en cas de crash, qu'on ne perde pas et la sauvegarde et la base de données principale. Donc tu veux dire que quand on installera une base de données, on peut avoir un système de sauvegarde en gros tout automatique où j'ai rien à faire qui va respecter des plans qui ne sont pas juste que faire un backup full toutes les nuits, mais aussi gérer les logs, etc. Tout à fait. Pour ça, il faut 2 éléments. Tu vois, il ne faut pas grand-chose, il me faut 2 paramètres. Une période de rétention, typiquement 30 jours par exemple, et un stockage Windows Azure. D'accord. Possible d'avoir une petite démo ? Ouais. De ça ? Alors, je viens de créer une base de données et
Je vais vous montrer comme c'est simple, parce qu'on ne peut pas faire plus simple. Pour faire cette sauvegarde et la paramétrer, j'ai juste besoin d'une instruction, une seule, qui est celle-ci, qui est Smart Admin SP7DB Backup, où je précise le nom de la base de données, c'est testDB. Je précise l'activation par le paramètre égale 1. 30 jours, comme je te l'ai dit. Le backup Azure, qui est le nom de mon crédential qui identifie mon stockage Azure. Et là, j'ai précisé pour la démo non-inscription, mais je peux très bien l'encrypter. Donc si je fais F5, je n'ai rien d'autre à faire. Mon backup est en place. On va lui laisser, voilà. Le sauvegarde manager est en place. Alors, pour qu'on comprenne bien, là, l'idée c'est que quoi qu'il se passe sur ma base de données, je fais des insertions, des suppressions, etc. Ça va remplir le log. D'habitude, au bout d'un moment, j'ai un message d'erreur qui me dit que le log est full et que je dois le vider. Là, l'idée c'est que le backup se fasse automatiquement et qu'il aille en même temps mettre les backups directement sur Azure. Alors, j'ai gratté un peu, j'ai trouvé les règles. C'est-à-dire que pour le full, c'est un événement au moins 1 giga de RAM, 1 giga de données supplémentaires ou 2 semaines, ou pardon, 1 semaine. Ou 2 semaines, j'ai un doute là. Ça doit être, je ne sais plus. C'est pas grave. C'est pas grave. Oui, je crois que c'est 1 semaine. Et pour le log, c'est un de ces 3 événements, 1 méga de données, ou 2 heures, ou bien que le log soit rempli à moitié. D'accord, donc il y a quelques règles comme ça et après tout se fait automatiquement. Tout se fait automatiquement. Je continue ma démo si tu veux. Mais Parce que ici, j'ai mon stockage. Je vais juste voir si la sauvegarde est passée. Sinon, je vais la forcer parce qu'on a quand même une commande pour la forcer pour les besoins de la démonstration. Non, elle n'est toujours pas arrivée. Alors, je vais la forcer. Je peux aussi la forcer. Je sauvegarde la base de données. Il y en a pour quelques secondes. donc là, c'est comme si tu avais finalement rentré des données et fait grossir le log de plus Tout d'un à fait. méga. C'est ça? Voilà. Je vais faire pareil avec le log. Sachant que c'est vraiment automatique. Ça va arriver. Alors pendant ce temps que le log se fait, je vais rafraîchir mon stockage. Tu vois qu'ici, j'ai qu'une ligne. Et si tout se passe bien, je vais arriver à mes 2 lignes. Eh ben non. Eh ben non, voilà. C'est que bien. Alors, non, vous les avez vues les lignes. Hein. Dites que vous les avez vues. Plus sérieusement, on peut aussi faire le backup, la même chose, mais sur un SAN, enfin en local, sur on-premise, si jamais j'ai pas forcément envie de mettre mes backups sur le cloud. Normalement, si tu as de quoi faire du cloud hybride, en fait privé, oui. Mais normalement, c'est surtout pour la partie Windows Azure. D'accord. Alors cette fonctionnalité qui est dans la preview de SQL 2014 qui s'appelle le Smart Backup, on l'a traduit avec Sauvegarde Manager, on ne sait pas quel nom ça va avoir dans la version finale. Il y a quelques éléments qui pour l'instant ne sont pas configurables, je crois, Philippe, qui sont justement les fameux déclencheurs qui vont déclencher cette sauvegarde. Mais l'objectif, c'est de se dire, un coup que je définis une bonne fois pour toutes mon plan de sauvegarde, bah, finalement, SQL Server va tout seul faire et les backups et en même temps d'aller mettre sur le cloud. Alors, c'était peut-être pas le bon container. Si. J'étais pas sur le bon container, tu as raison, Ah, j'étais pas au niveau du container. Et d'aller le mettre directement à l'abri, hein, puisque le but c'est de sauvegarder, mais pas de mettre sur la machine, hein, sinon, ou encore moins sur le même disque. L'idée c'est d'aller mettre ça le plus loin possible. Et donc là, l'idée c'est qu'il se débrouille tout seul en vous mettant ça directement sur le cloud. Donc ça peut répondre à certains besoins de DBA. Qui finalement, ça ne retire pas le fait qu'il faut réfléchir sa politique de sauvegarde et de restauration, mais néanmoins ça permet d'apporter certains automatismes qui peuvent être pratiques pour certains types de bases de données. Je pense aux petites bases de données ou les gens qui n'ont pas les DBA. Voilà. Donc les voilà. Ils sont bien là. Ils sont bien là, les sauvegardes sont bien là. On a le point back et le point log qui correspondent aux 2 sauvegardes que j'ai effectuées. OK. Bon. Merci Philippe pour cette démo. Alors sur le sujet base de données, évidemment,
Il y a beaucoup plus de sessions que les 4 qu'on vous présente ici, pardon, excusez-moi. Juste sur l'estimateur, l'optimiseur de requêtes, il y a une session faite par Fred Pichot qui permettra d'aller plus loin sur justement qu'est-ce qui a changé dans cet optimiseur de requêtes qui fait que les requêtes sont encore plus rapides sur SQL 2014. À chaque version, on est toujours étonné de voir qu'on gagne en performance. Et puis d'autres, là, évidemment, on parlait de choses un petit peu hybrides. Donc, évidemment, vous avez 2 sessions sur la partie hybride, une par Franck et une par Stéphane. Autre session, si on parlait des statistiques incrémentielles, il y aura un deep dive sur les statistiques, comment ça marche, pourquoi, comment, qui sera faite aussi demain. Autre sujet, autre intervenant. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Pierre. On va parler un peu de cloud et d'hybride. Alors, moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu du SQL Server sur du cloud, c'était en 2008 lors d'une PDC, donc ça commence à faire un petit bout de temps. Donc, concrètement, fin 2013, on en est où? Quel est le panorama de l'offre? Effectivement, depuis 2008, ça a un petit peu bougé côté offre Microsoft. Je ne sais pas si tu veux… Je vais peut-être faire apparaître ce slide. Donc, entre le monde de l'entreprise avec le SQL Server à demeure, serveur physique, où on a le maximum de contrôle, et l'alternative, qui était la partie que vous voyez en haut à droite, le service de base de données en mode pass. Donc là, vous n'avez pas installé le serveur, vous avez de fait la haute disponibilité qui est proposée avec un réplica sur 2 autres serveurs. Vous achetez juste le service et vous payez à la consommation en fonction de la taille de la base. Entre ces 2 mondes, il y avait une rupture de continuum, pour employer un terme un petit peu alambiqué. Enfin, en gros, comment on faisait pour les clients qui avaient leur infrastructure, leur base de données à demeure et qui souhaitaient partir vers le cloud sans revisiter un peu ce qui était proposé comme solution. Eh bien, on leur a proposé plusieurs choses. On leur a proposé, avec la General Availability du IaaS, Azure, les services d'infrastructure Azure sont en General Availability depuis le 16 avril 2013. Donc c'est la possibilité pour ces clients, pour nos clients, pour nos partenaires, de déployer du SQL Server dans des machines virtuelles, avec le total contrôle sur ces machines virtuelles, avec le niveau de souplesse du cloud, avec l'élasticité du cloud, avec le portail et le paiement à la consommation. Et puis on a complété cette offre IaaS avec de nouvelles machines, en fait, qui ciblent des besoins plus spécifiques. Souvent la base de données, ça peut être consommateur en mémoire. Donc par rapport à la première version du IaaS d'avril 2013, on a rajouté de nouveaux types de machines, A6, A7. Et puis on s'est dit, ah oui, on propose depuis le début d'Azure ce service base de données en mode PaaS. Maintenant, c'est du mutualisé. Que proposer à nos clients qui souhaitent avoir un niveau de requête garanti? Et donc là, on propose en preview pour l'instant le service premium qui va pouvoir permettre d'avoir de la prédictibilité sur ce qu'on est en droit d'espérer comme performance sur la base de données qu'on a mutualisée en backend. Le premium, c'est du PaaS, mais avec un SLS sur les IO. Tout à fait, oui. Donc avec pour l'instant deux parfums, on va dire, P1, P2, mais d'autres suivront. Alors là, mine de rien, donc, je vois bien, on a du on-prem, du IaaS, du PaaS, mais j'ai toujours l'impression qu'il faut que je mette ma base de données ou d'un côté ou de l'autre. Alors tout à l'heure, on parlait de scénarios, on parle depuis le début de cette session, mais aussi lors de la keynote, de scénarios un petit peu hybrides, de pouvoir avoir le meilleur des deux. Alors on en a vu un petit peu avec le Smart Backup là, mais concrètement, comment je fais pour faire un peu les deux, pour faire de l'hybride? Tu as prononcé le mot-clé, Jean-Pierre. Donc effectivement, la solution qu'on propose, elle est complètement hybride. Donc les fonctions qu'on met à disposition dans Azure pour étendre les applications, pour bâtir de nouvelles applications, eh bien, on va pouvoir en faire profiter SQL Server. Donc Philippe nous a présenté le Smart Backup. Il n'y a pas que le Smart Backup. Il y a la possibilité, par exemple, de déployer directement une base de données depuis un SQL Server à demeure vers une VM qui héberge SQL Server. Ça fait partie des assistants disponibles. On a un assistant pour rajouter un réplica always on directement dans Azure. On a une fonction qui est très intéressante, dont il a déjà été question, qui est le Xstore Integration. Donc le Xstore, c'est le nom de code du storage Azure. Donc cette fonction, ça permet, comme on l'a vu très rapidement, de connecter directement un store à SQL Server, et cette fois-ci, d'aller déployer directement les fichiers correspondant à sa base de données dans du store Azure, sans avoir besoin de définir des disques attachés exposant ce storage. Donc ça, on voit tout de suite l'intérêt que ça peut avoir, notamment quand on va déployer du SQL Server en IaaS.
En termes de scalabilité, on n'est plus tenu à la limite imposée par les machines virtuelles. Sur les machines virtuelles Azure, suivant la taille de la machine virtuelle, on peut monter jusqu'à 16 disques attachés. Là, a priori, c'est la puissance du storage Azure. Donc, en nombre de disques, en taille, un container de stockage Azure, on peut monter, sur un compte de stockage, on peut monter jusqu'à 200 Tera. Bon, ça devrait permettre de voir venir et ça devrait avoir aussi un impact en termes de performance pour des bases très conséquentes. Donc ça, c'est une fonction qui est vraiment très intéressante, notamment pour SQL Server hébergé dans Azure. Et puis, ça a été abordé ce matin par Damien ou Benoît, je ne sais plus lequel des deux. On a effectivement tiré parti de l'expérience qu'on avait acquise sur les références d'architecture pour SQL Server Fast Track et on utilise ce savoir pour proposer des machines virtuelles directement pré-câblées Data Warehouse dans la galerie d'images Azure. Et on a également des scripts qui permettent d'automatiser leur génération. Alors, juste pour vous donner un petit aperçu des possibilités et du lien qu'il y a entre Azure et SQL. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller déployer ici une base qui est une base locale sur mon serveur. Alors, vous voyez, deploy database to Windows Azure VM. Là, je vais aller sur Azure SQL Database. Et je vais me connecter sur mon serveur Azure. Alors, on va aller le voir, ce serveur. Je vais lui donner un petit nom sympathique. Et donc voilà, je lance l'export de ma base de données. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est le serveur en question. Au préalable, avant de lancer cette démo, je me suis évidemment, j'ai pensé à ajouter mon adresse IP pour permettre la connexion en remote sur la base, sinon j'aurais rencontré un petit souci. Et donc sur ce serveur, on devrait voir arriver en fait la base de données. Je vais laisser le temps de s'afficher. Donc ce n'est pas une grosse base de données, évidemment. J'ai pris soin d'éviter. Donc là, c'est SQL Database qui est la solution PaaS. Voilà. Donc là, alors évidemment, il y a des formats à respecter. Enfin, des formats. Il y a quelques différences en termes de possibilités entre le schéma. Voilà, le transfert est complet. Entre le schéma Azure SQL Database et le schéma d'un SQL Server. Mais grosso modo, on a beaucoup de cas qui vont bien se passer. D'ailleurs, c'est ce qu'on faisait au début, on n'avait que ça en fait. On n'avait pas la possibilité de faire du IaaS, donc on a vraiment porté beaucoup d'applications uniquement sur du Azure SQL Database. Maintenant, il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Donc là, typiquement, si je vais sur mon serveur, maintenant je devrais voir les bases de données. Donc j'ai cette base qui a été créée à la volée. Je peux aller l'éditer. Donc une façon de modifier la base, entre guillemets, c'est d'utiliser l'outil qui est proposé directement dans le portail. Donc vous avez un web management portail de votre base de données. Bon, je vais juste vous en donner un aperçu. Mais ça, c'est absolument pas une nécessité. Par contre, il faut toujours taper le bon mot de passe. Sinon, ça... Voilà, je vais me connecter sur cette base de données, mais je peux très bien me connecter avec les outils que je maîtrise au quotidien. Moi, je ne connaissais pas l'outil de Microsoft, ce n'est pas un souci. Je vais aller me connecter directement. Ici, vous voyez, j'ai le nom de mon serveur avec l'extension database windows.net et je vais pouvoir capitaliser sur mes connaissances de cet outil pour aller éditer, faire des requêtes sur cette base de données qui a été importée à partir d'une base de données existante sur mon serveur SQL. Et Management Studio voit la différence puisqu'il a mis un petit icône bleu pour bien voir que c'était une base de données sur le PaaS Azure. Tout à fait. Et donc, là, vous avez un outil web qui vous permet d'aller éditer les relations entre vos tables. Enfin, bon, c'est du classique, c'est un petit plus, on va dire. Voilà, en termes d'outils, donc vraiment, vous allez pouvoir capitaliser sur vos connaissances. Je vous invite aussi à considérer d'autres outils qui apportent vraiment une valeur ajoutée, notamment PowerShell. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Là, juste pour le fun, j'ai lancé un petit script à 10h50 pour monter une configuration Always On complète avec 2 DC, 2 serveurs SQL. On verra où ça en est ce soir, parce que ce soir j'ai une session, mais je pense que ça ne sera pas forcément complètement terminé, parce qu'il reste des petites subtilités à faire à la fin de l'installation du script. Mais en tout cas, on peut automatiser beaucoup de choses dans l'environnement Microsoft avec ces différents outils. Donc je repasse sur le 1, c'est ça? Oui. Donc, concrètement,
Nous venons de voir l'assistant qui permet de déployer directement des bases de données depuis SQL Server vers Azure SQL Database. Il y a également évidemment la possibilité de faire du backup aujourd'hui sur Azure SQL Database. Ça, c'était une fonction qui nous a été demandée dès le début. En fait, nos clients disaient mais comment vous proposez une base de données, il n'y a pas moyen de faire du backup? Ah bah si, on peut, moyennant du script. Donc maintenant, directement dans le portail, vous pouvez planifier un backup tous les jours si c'est votre fréquence de backup. Et c'est un vrai backup, c'est-à-dire qu'il y a une copie de la base de données avant l'export backpack. Ce n'est pas un simple export backpack, vous avez la garantie d'intégrité transactionnelle qui est gérée par le backup. Enfin, bon, la fonction Azure SQL Database Premium, donc qui est en preview aujourd'hui, mais qui est à considérer si vous voulez un certain niveau de performance garanti sur ces bases de données. Donc j'espère vous avoir montré très rapidement que les outils qui sont disponibles aujourd'hui ne vont pas changer forcément votre quotidien. Par contre, il y a beaucoup plus de possibilités qui sont offertes. Ça t'amène à quelle réflexion, Jean-Pierre? En fait, c'est tout à l'heure le 1 + 1 = 3 de Damien ou Benoît qui me semblait intéressant. C'est que finalement, je peux rester, je peux faire du on-premise, je peux faire du PaaS, je peux faire du IaaS. J'ai le choix entre toutes ces versions. Mais surtout, on voit qu'il commence à arriver des fonctionnalités qui permettent de faire de l'hybride entre ça, de garder le gros de ma base de données sur du on-premise, mais de mettre mes backups sur le cloud, ou inversement, avec du SaaS. Donc, on a vraiment tous les éléments qui permettent vraiment de tirer parti de la puissance et de l'offre de licensing du cloud, avec du on-premise. Enfin, voilà, on a quelque chose qui est vraiment qui commence à prendre forme. Le 1 + 1 = 3 commence à arriver. Mais bon, je pense que tu creuseras un petit peu plus le détail justement dans ta session sur Azure. Et puis évidemment, la session hybride sera vraiment sur le sujet d'avoir une patte dans chaque environnement par Franck tout à l'heure. Et je pense que l'arrivée de ces nouvelles technologies du cloud, ça va aussi apporter une dimension supplémentaire au job de DBA aujourd'hui. Puisqu'on voit bien, on est amené à manipuler différents types de bases de données. On est amené à avoir une approche beaucoup plus automatisée. Monter une configuration hautement disponible, c'est beaucoup d'énergie. Et lorsqu'on arrive à isoler un certain nombre de tâches et les automatiser, voire à toutes les rassembler dans un script, dans une démarche DevOps, pour employer un terme plutôt à la mode, on a tout à gagner. On a un poste qui va sans doute évoluer en termes de nom, tout simplement, pour devenir architecte base de données au sens vraiment très large du terme, avec le cloud, avec l'infrastructure. Enfin voilà. Comme tu le pointes, ça redonne ses lettres de noblesse au métier d'architecte qu'on a au niveau des bases de données. Merci pour votre attention. Merci Stéphane. On va conclure, on est overtime, c'est comme chez le médecin. Mais on va finir avec un petit sujet parce que on a traité du monde des DBA, on a traité de la business intelligence, on a parlé de big data, in-memory, etc. Mais il y a toujours un point qu'on oublie souvent, c'est le monde des développeurs, parce que c'est bien beau d'avoir une jolie base de données, mais si c'est pour rien mettre dedans, ça ne sert pas à grand-chose. Et pour mettre des choses dedans, ça passe toujours par un projet, par un développement, par une équipe qui fabrique quelque chose. Et donc, on va en parler, juste pour conclure cette session, parler un peu d'outils et d'ALM. Et donc, j'accueille Sébastien de Microsoft qui va en parler un petit peu avec nous. Alors, moi, juste pour démarrer, j'avais une question. C'est l'ALM, on sentait bien que ça commençait à arriver avec SQL Server 2012, mais un petit peu avant. Le fameux SSDT, on en parle depuis quelques temps. Donc, en gros, on en est où au jour d'aujourd'hui sur ça? Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous. Donc oui, alors en plus, en 2012, on avait déjà sorti donc, beaucoup de choses avec SQL 2012 et Visual Studio 2012. Nous sommes en 2013, donc il y a Visual Studio 2013. Et pour les fameux SSDT, donc les SQL Server Data Tools, donc un ensemble d'outils complémentaires qu'on pouvait intégrer directement dans Visual Studio, on est en train de mettre à jour ces SSDT, SSDT tout court et SSDT BI, pour intégrer dans Visual Studio 2013. Voilà. Et puis toujours TFS qui est oui, toujours TFS, un petit peu autour de ça, de version de 2013 aussi. 2013 aussi, qui fait en gros, qui est la plateforme collaborative de Microsoft. En gros, c'est le chef d'orchestre pour l'ensemble des développements, peu importe la technologie. Voilà. Alors, quand on fait, moi je suis chef de projet sur des projets BI, et à chaque fois j'ai mes développeurs qui me disent ah oui mais bon SSDT c'est bien, mais moi j'aimerais bien installer tel add-in, tel élément, telle brique. Donc globalement, SSDT, il permet de construire les projets, mais à chaque fois, il manque toujours une petite fonctionnalité, etc. Donc, où on en est de ça? Pourquoi Microsoft ne propose pas un outil complet?
Oui, pour alors, un développeur. voilà. Alors après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans le monde, on va dire, open source ou des partenaires qui amènent un certain nombre de choses. Donc voilà, ça a été fait dans le cas pour TFS aussi. On a racheté des sociétés pour ça. Ça ne veut pas dire qu'on va racheter celle-là, hein, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est juste voilà, ce qui se passe. C'est la réalité du marché. Des partenaires rajoutent des choses. Si on prend BitHelper, par exemple, c'est vraiment un add-on ou un add-in dans Visual Studio pour toute la partie développement BI. Si on prend DBFit, par exemple, aussi, on a la partie tout ce qui est test-driven development pour tout ce qui est base de données. Donc ça, c'est aussi important. Voilà, on va s'appuyer sur les bonnes pratiques sur tout ça. On voit aussi Beaml ou EZ API. On parle aussi beaucoup d'API donc, pour se connecter avec les API d'extension de Visual Studio et ou de TFS. Mais on a aussi des frameworks. Et ça, je pense, toi, Jean-Pierre, en tant qu'expert BI, je pense que tu as plus d'infos là-dessus que moi. Oui, alors sur l'aspect framework, en fait, le point qu'on souhaite remonter là-dessus, c'est que pour bien travailler et pour connaître des gens qui font des développements .NET, C# ou autres, ils ont tout un tas d'outils pour justement industrialiser leur développement et les frameworks servent à ça. Tu parlais d'Easy API qui permet de générer automatiquement des packages SIS, Beaml qui permet, donc quand on est développeur .NET, on parle d'interface. Quand on est développeur BI, par exemple, on parle de créer une dimension ou de créer une table de fait. Donc on a tout un tas de choses qui permettent d'industrialiser ça. Alors l'industrialisation, c'est le créneau d'un outil comme TFS, c'est l'ALM, ce qu'on appelle l'ALM. Là-dessus, quel scénario on a avec les outils natifs de Microsoft, donc notamment avec TFS? Alors oui, donc TFS, donc Team Foundation Server, pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est la plateforme collaborative de Microsoft pour toute la partie développement. Pardon. Donc on a juste pris 2 scénarios là ici pour présenter. C'est toute la partie gestion des work items ou éléments de travail. Et là, un work item, ça peut être aussi bien une exigence, une tâche, un bug, ça peut être aussi un cas de test, etc. Donc tout ça, vous allez pouvoir le gérer directement dans TFS. Et comme disait Jean-Pierre, un projet de développement BI est un projet de développement tout court. Voilà, c'est qu'on a des spécifications à faire, une partie développement et la partie test qui arrive directement donc, sur la partie test manager ou test case manager, donc qui est vraiment l'outil qui va nous permettre de gérer les cas de test, aussi bien fonctionnels, techniques, d'accord. Et derrière, on va aussi pouvoir gérer toute la partie montée en charge, qui peut être important dans des projets BI. Et là, derrière, essayer d'automatiser un maximum pour, à chaque nouvelle livraison ou chaque petit incrément, pouvoir facilement valider qu'effectivement, on a, entre guillemets, rien cassé par rapport à ce qu'on avait fait avant. Alors là, on parle du monde du développement, donc on s'adresse aux développeurs, aux chefs de projet. Maintenant, il y a dans le monde de la base de données le monde des DBA, des IT pros. Là-dessus, on a quoi pour eux, vers où on va? Est-ce que l'ALM va toucher demain un DBA? Alors voilà, donc oui, Stéphane en a parlé tout à l'heure avec DevOps. Donc là, DevOps, c'est la tendance du moment qui permet de rapprocher les développements et les opérationnels. Donc l'infrastructure, c'est comment je vais pouvoir déployer plus facilement mon application en production, peu importe où est la production, que ce soit on-premise ou dans le cloud. Bah, en gros, c'est le même phénomène que l'on va avoir entre les développeurs et les DBA. L'exemple, c'est le DACPAC. Voilà, déjà rien que ça. Ça, c'est une approche plus ou moins, on va dire, DevOps pour la partie développeur et DBA, avec le format DACPAC. C'est le format finalement qu'on a au milieu qui permet de concilier les deux problématiques, hein, celle que va avoir un DBA et celle que va avoir un développeur. L'idée, c'est quand même de creuser tous ces sujets-là, évidemment. En plus, on est pris par le temps. Merci d'avoir accéléré un petit peu sur ces sujets. Bien évidemment, l'agilité, le développement, l'ALM, c'est des sujets qui nous concernent, qui concernent les gens qui font aussi de la donnée, que ce soit côté débat ou côté BI. Et on a une track assez sympa avec 4 grosses sessions qui vont nous permettre de creuser ces sujets-là et de voir, donc justement, on parlait de DBFit tout à l'heure, il va y avoir une session qui va montrer les tests, le TDD avec justement DBFit. Alors, vous avez toutes ces sessions, n'hésitez pas à aller les voir. Et je vous rappelle, on a une table ronde sur l'agilité qui est organisée donc demain à midi. Donc c'est une table ronde. L'objectif, c'est de venir et de participer, d'échanger, de donner votre avis, de discuter avec des spécialistes de l'ALM ou des spécialistes de l'agilité. Donc c'est simple, vous passez me voir, vous allez voir les gens sur le stand Gus, vous dites que vous souhaitez participer à cette table ronde et on pourra tous discuter ensemble avec des intervenants assez sympas, un journaliste, des MVP, un client aussi qui utilise ça, qui utilise la BI et de l'agilité au quotidien. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Merci. On a un peu débordé, on a rogné sur votre pause. Je crois savoir qu'il y a un peu de café si vous voulez, parce que la pause déjeuner n'est pas encore tout de suite maintenant, même s'il est déjà midi. Même si on s'approche du temps de midi, la pause déjeuner sera à 13h.
Profitez, prenez une petite pause et ensuite on enchaîne dans le gros des sessions. On démarre 4 tracks en parallèle. Prenez le sujet qui vous plaît, que ce soit de la BI, de la data, des retours projets. Il y en a pour tous les goûts. Merci à vous et bonne journée SQL Server.